Bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma Arthur, l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Alors dans cet épisode-ci, il sera question du nouveau film Star Wars. Vous savez, il y a un nouveau film Star Wars, car le dernier film Star Wars est sorti il y a quelque chose comme 6 mois, ce qui veut dire que le prochain sortira pour les fêtes de fin d'année. Celui-ci est intitulé Han Solo, A Star Wars Story. C'est un nouveau film, voyez-vous, dans l'univers Star Wars. Alors, dans le temps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il était évidemment question d'une nouvelle trilogie Star Wars. Tous les quarts de siècle, de cette manière-là, vous pouviez anticiper leur arrivée, vous posez des questions sur ce qu'ils étaient censés vous raconter, puis après vous les voyez, puis après vous disiez, oui, c'était pas terrible, en fait, mais vous aviez eu la possibilité de décompresser de toutes ces aventures Star Wars. Or, le dernier film Star Wars, il est sorti pour quelque chose comme Noël, et celui-ci vient de sortir maintenant, et le prochain sortira donc probablement aussi pour Noël, ou alors le Noël de l'année prochaine, car il faut laisser les gens décompresser un tout petit peu, et que voilà, le système dans lequel vous vous trouvez, vous êtes maintenant un peu comme une vache sursollicitée par une machine à trait, vous êtes un peu vide, votre intérêt n'est plus là, mais cependant, il va falloir parler des nouveaux films Star Wars, qui sont bien entendu réalisés pour faire des profits à la corporation maléfique Disney, une corporation maléfique qui possède bien entendu Marvel et Star Wars, et les films Disney, c'est donc la machine qui possède l'intégralité de l'imaginaire des enfants de moins de 8 ans, dont les parents n'ont pas eu la bonne idée de les protéger de ce système qui est censé détruire leur bon goût. C'est aussi de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, dont vous savez certainement qu'elle est intitulée Critique en cinéma Arthur. Alors, loin de moi l'idée de dire du mal de Disney pendant quelque chose comme 25 minutes, je suis très facétieux quand je dis que c'est un empire maléfique qui possède l'intégralité de l'imaginaire des enfants et qui est capable de mettre leurs produits dérivés directement dans leur visée en ayant la possibilité de passer au-delà des capacités critiques que les enfants de 3 ans n'ont pas encore développées afin de pouvoir s'abroger l'intégralité de l'argent dépensé à Noël par les pauvres parents de ces petits-enfants. C'est évidemment totalement facétieux, je ne suis pas sérieux du tout, mais non, je ne suis pas sérieux du tout, et je ne pense pas d'ailleurs que c'est un lourd passif à faire payer à ces enfants que de les mettre en face de produits d'une telle qualité dont on sait bien entendu qu'ils sont sans âme, mais qui sont censés vous vendre des produits dérivés, qu'ils sont bien faits, mais qu'ils sont cependant vides de tout contenu philosophique utile à la vie réelle. Je suis très facétieux, je ne suis pas du tout sarcastique à ce stade-ci. Donc, Han Solo, avant c'était Han Solo, vous voyez, il était joué par Harrison Ford, l'homme qui est bien entendu a inventé la Fiat Pinto, et qu'il se trouve maintenant dans cette situation, il est joué par Aiden Ehrenreich. Non, ça c'était un catcheur de la WWF. Aiden Ehrenreich, disons, comme ça, et que maintenant il s'appelle donc Han Solo, car vous ne le saviez pas, et vous imaginiez que Han Solo était un badass motherfucker, que c'était un contrebandier, non pas un boulevardier, un contrebandier qui était charismatique, qui avait appris des lourdes leçons durant son enfance, qu'il avait transformé en un homme cynique, certes, mais avec un bon fond, etc., car il était enfant dans les slums, comment est-ce qu'on dirait ça en français, dans les tripots, dans les bidonvilles de Corellia, l'endroit d'où paradoxalement vient aussi le Faucon Millenium, car on peut être simultanément un slum, qu'est-ce que j'ai dit, un bidonville et cependant un système industriel capable de produire le meilleur
vaisseau de cargo de la galaxie, etc., etc., et que maintenant, il est Han Solo, c'est-à-dire que, ouais, en fait, il a été orphelin toute sa vie, mais en fait, il a un bon fond, et que décidément, cela vous donne l'enfant qui deviendra un homme particulièrement optimiste, bien entendu, car il ne sera brisé que vers l'âge de 26-28 ans, quand il sera trahi par quelqu'un que vous découvrirez dans ce film. Je tiens à rappeler, bien entendu, que ces vidéos sont produites en 2 saveurs délicieuses, la version sans les spoilers, parce que c'est la version que vous êtes en train de regarder, où je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, et l'autre où, bien entendu, il y aura moult spoilers que vous pourrez regarder, je sais pas moi, pas ce Jedi, mais le Jedi prochain par exemple, car c'est un film qui est sorti depuis quelque chose comme 11 heures, on n'a pas envie de vous empêcher d'aller voir votre film consensuel sans intérêt, où vous pouvez vous baffrer quelque chose comme 30 kilos de popcorn en attendant que quelqu'un fasse un one-liner, et j'étais dans une salle qui était à peu près un tiers pleine, et il y a une seule personne qui arrive au one-liner, c'était un mec qui était chauve et qui avait 55 balais, qui avait visiblement souvenir d'avoir vu Han Solo à l'époque, il ne s'appelait pas Han Solo en quelque sorte. Et donc ce film s'appelle YOLO, A Star Wars Story, un film de Ron Howard, le fameux réalisateur sans charisme. C'est un homme qui est connu pour avoir certes travaillé sur Cocoon, Willow, Da Vinci Code, la fameuse adaptation de la chanson de MC Solar, Rush. C'était l'aventure de Niki Lauda, il était joué par le baron Van Zimo, et d'autres films chiants. Alors c'est un mec qui est spécialisé il met la caméra au bon endroit, le focus est au bon système, le scénario fait sens, mais on se surprend à bâiller en regardant ce film. C'est un film qui est chiant, YOLO, Star Wars Story. C'est un film qui est aussi chiant que le reste de la production de Ron Howard, et Ron Howard, ma foi, et on peut dire que la meilleure chose qu'il ait produite, c'est sa fille, qui est une plutôt bonne actrice, et que vous l'avez vu, et c'était la fille qui courait en escarpin dans le nouveau Jurassic Park. Que c'était très étrange d'ailleurs de voir une femme qui insiste à courir en escarpin, mais elle dit non, mon personnage aurait couru en escarpin, etc., parce que c'est la fille c'était elle qui jouait Gwen Stacy dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, le fameux chef-d'œuvre du film de merde. Mais même un film raté de Sam Raimi est intéressant par rapport à un film de Ron Howard, voyez-vous. Et c'est produit, par 3 personnes pour Lucasfilm Limited, qui est maintenant une succursale de l'Empire du Mal de Malefic Disney Motion Pictures, et c'est bel et bien basé sur un scénario, c'est assez étrange, d'une séquence, un père et son fils, en quelque sorte. Voilà. Jonathan Kasdan, en gros, le fils de Lawrence, et Lawrence, qui avait écrit, bien entendu, Empire, le Return of the Empire, donc, et le dernier Jedi. C'était censément le dernier Jedi, puis après, il y en a eu plus de Jedi. Voyez-vous. Et cette fois-ci, c'était bel et bien le retour du Jedi, puis après il y a eu les derniers Jedi, et on se dit simplement ceci, c'est qu'il y a probablement un problème d'inconstance dans l'intégralité de ces incroyables réflexions, mais c'est pas grave, voilà. Là maintenant, on est où? On est quelque part à l'époque où, genre, Luke doit avoir quelque chose comme 5 à 6 ans, quelque part sur Tatooine, et Han Solo, il est dans une planète qui s'appelle Corellia. Alors Corellia, c'est ce qu'on appellerait un bidonville, mais c'est aussi la place forte industrielle qui a créé, vous savez, le vrai con millénium, le faucon millénial en quelque sorte. Si on doit absolument trouver un terme qui soit une blague qui irait aussi avec Han Solo, donc le faucon millénial, le fameux meilleur vaisseau de cargo de l'histoire de la galaxie que les Far Away, etc. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que Han Solo, on s'imaginait que c'était un type, il avait été brisé par la vie, c'est pour ça qu'il tirait en premier, que décidément, c'était quelqu'un de cynique et d'un peu méchant, mais qui à la fin finissait par retrouver ses sentiments purs qui font d'un être humain un être humain, tandis qu'il était si sollicité par les rebelles pour devenir le meilleur pilote de la galaxie, à ne pas confondre avec Anakin Skywalker, l'autre meilleur pilote de la galaxie, que décidément il était dans une situation si particulière qu'il allait finalement devenir le héros dont la galaxie l'avait besoin, et etc., et qu'il allait finir par tomber amoureux de la princesse Leia à l'époque où on n'était pas un monstre en 3D, des choses comme ça, et que voilà. Et de nos jours, sans entrer dans les massifs spoilers, il faut simplement dire que, et c'est quelque chose que vous avez probablement vu dans les synopsis qui sont sur internet, mais c'est un jeune homme, que c'était un orphelin, voyez-vous, sur la planète Corellia, c'est un corellien en quelque sorte, et que l'idée est très simple, c'est que il est resté joyeux et optimiste malgré le fait qu'il était un petit voleur des rues à la Charles Dickens, et que nanana, qu'il était grosso modo la propriété d'un monstre du crime local, que c'est un monstre du crime local, c'est grosso modo un ver qui vit dans un trou, et il fait genre, et genre c'est très bien, je dois rapporter de l'hypercombustible, car l'idée de la chose, c'est qu'ils sont donc en train de souligner l'improbabilité de l'univers, c'est que ces vaisseaux magiques qui vont d'un coin à l'autre de la galaxie, ils ont besoin d'un combustible pour se faire, car c'est soi-disant un univers
de science-fiction maintenant, c'est plus de la science fantasy, non, c'est de la science-fiction, et que donc, voilà, l'intégralité de tout ceci tourne autour du fait que il va avoir une petite amie, sa petite amie est jouée par Emilia, sérieux les enfants, je sais jouer, Clarke, qui ici fait un meilleur boulot que d'habitude, hein, elle a oublié ce dragon, bien entendu, hein, et autres blagues faciles, mais que voilà, vous vous retrouvez avec, on va dire, un casting qui contient Edelweiss, Heidenreich. Non, ça c'était un catcheur de la WWF. Ehrenreich, c'est le cowboy dans Hill 6. C'est un homme, je me suis toujours dit, s'il y a quelqu'un qui peut jouer Han Solo, peut-être lui. Mais il faut croire que non, si on ne laisse pas jouer Han Solo, si on lui demande de jouer Han Solo, il est un peu perdu, il se demande, mais je pensais que je jouais Harrison Ford, les enfants, vous m'avez donné la coupe de cheveux, j'ai la panoplie de cosplayer sur moi, pourquoi est-ce que je peux pas, je suis censé être quelqu'un d'optimiste, malgré le fait que je suis un orphelin et je n'avais pas de nom de famille, donc je vais avoir un nom de famille et ce sera Solo, d'accord? Et l'intégralité le force à des péripéties qui sont pas sans manquer de toute forme d'intérêt, mais elles manquent de toute forme d'intérêt qui l'amène petit à petit à devenir quelqu'un avec une grande stature et qui tire en premier, nanani, nanana, et qu'au fur et à mesure de tout ceci, il va rencontrer, bien entendu. Mais oui, Anor Londo de la série Dark Souls, qui est joué par Donald Glover, et la Vision dans le rôle d'un méchant, hein. C'est amusant de voir la Vision jouer le rôle d'un méchant, vu que, bien entendu, il joue d'habitude un cyborg, et qu'ici, il peut jouer quelqu'un où il a des émotions, et il est pas sympathique, et qu'il est probablement plus charismatique que l'intégralité des acteurs qui sont dans cette série. Enfin bon, il y a aussi Woody Harrelson de True Detective. C'était une série, hein, qui était très bonne, d'ailleurs, où ils arrivaient à trouver un trou, ils disaient genre, oui, je crois qu'on a détecté un trou, et les autres génériques, etc., etc. Alors, ce que je vous conseillerais d'aller le voir, ça n'a pas d'importance, hein, vous l'avez probablement déjà vu, ce film a probablement déjà fait quelque chose comme 6 à 8 milliards de dollars, malgré le fait qu'il est en train de se prendre quelque chose comme 5,5 sur Sens Critique, ce qui est méchant. Pour un film Star Wars, il faut se dire ceci, c'est que l'univers Star Wars, c'est un univers dans lequel on s'attendrait à ce qu'il y ait des coins qui n'existent pas, des coins qui sont mystérieux. Je veux dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir qui avait volé les plans de l'Étoile Noire? Non. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir qu'avant d'être Han Solo s'appelait Han Solo et qu'il était un jeune homme charismatique qui avait du mal à faire une imitation vaguement passable d'Harrison Ford? Non. Est-ce qu'on a besoin que ce soit la source d'une nouvelle trilogie de produits consensuels où il y a des gens qui référencent le Terraskassi? Ça, c'est pas un art martial de boulevardier. Le Terraskassi, qui bien entendu, vous savez, le jeu Masters of Terraskassi, le pire jeu de baston de la PlayStation 1, si on évite les derniers Toshinden. Est-ce qu'on avait besoin que ce soit une trilogie sur le jeune Hans Yolo, qu'il découvre son ami Shubiki, que c'est un homme il est chou, mais il aime beaucoup trop les bikis, alors il fait genre, et des choses comme ça. La question se pose, et est-ce que l'intégralité a une quelconque forme d'intérêt? Alors, je vais pas vous mentir, hein, je suis allé le voir après le travail. Et ce film m'a tellement ennuyé. Je suis pas en train de dire que je vivais dans près de 8 dans le ennuyé. Ce film m'a tellement ennuyé qu'après j'ai dû faire une sieste. Je n'avais pas la force de faire la vidéo. Et dans l'intégralité de la salle, il y a un seul mec qui a ri au one-liner, les jboum, les jbim, ce qui doit être relativement mauvais signe parce que la salle était plutôt pleine. Elle était pas aussi pleine par exemple que quand ils avaient fait l'éveil de la farce ou je sais pas, le dernier Jedi, des choses comme ça. Bref, la question qui se pose, c'est est-ce que c'était réellement utile? Non. Est-ce que c'était réellement plaisant? Non. Est-ce que c'était une raison pour laquelle il fallait virer les deux types qui avaient travaillé sur le film, qui s'appellent Lord et Miller? Alors, j'imagine que c'est Maximilian Lord, bien entendu, vous savez, d'univers d'ici, et Steve Miller, du Steve Miller Band, qui ont été, évidemment, ensuite recyclés par l'univers de la création cinématographique pour faire le film Lego. Et c'est des gens qui ont été virés par Disney parce qu'ils étaient en train de faire une comédie. Vous savez, ils font des comédies. C'est pour ça qu'on les avait récupérés sous contrat, c'est pour ça qu'on les avait engagés pour faire le film Han Solo. Ils étaient là genre, le scénario est nul, improvisé, les mecs faites des blagues, que ce soit au moins vaguement regardable. Et dans ce cas-ci, moi qui ne suis pas nécessairement porté sur la blagounette, je pense que ce qui aurait pu sauver tout ceci, c'est si par exemple, Han Solo était genre, quelqu'un de profondément cynique qui fait des blagues, vous savez, d'un air sardonique, un peu comme le faisait Harrison Ford à l'époque, et que voilà, on se retrouve dans une situation, c'est comme si vous commandiez, je sais pas moi, un film à Trey Parker et Matt Stone, et c'est censé être une suite de la liste de Schindler, ensuite vous êtes surpris que ce soit pas une étrange exploration de ce que c'est de sauver des vies, et qu'en fait c'est une comédie musicale sur une fille qui porte une chemise rouge, c'était une robe rouge dans un monde monochrome, que voilà, c'est un peu étrange
quand même, de se dire que chez Empire Maléfique Disney Motion Pictures, ils essayent de se payer des gens, hein, mais ils leur laissent pas faire leur travail, que voilà. Ils ont fait la même à Josh Trank, vous savez, le fameux réalisateur de Chronicle et de Fantastic Four, le film nouveau qui était censé relancer les 4 Fantastiques, et que voilà, il était genre, ah, mais j'aimerais bien réaliser un film pour vous, et après, ils ont vu les 4 Fantastiques, ils ont fait, non, tu vas pas faire un film pour nous, même si, justement, il aurait pu probablement faire un film pour eux, qui n'était pas, je sais pas moi, Rogue One, ou Han Solo, Star Wars Story, il aurait pu faire quelque chose qui va, je sais pas moi, il aurait pu faire le film Jabba the Hutt, ça aurait pu être intéressant de voir un film Jabba the Hutt, réalisé par un homme qui déteste les gens, et qui est particulièrement courageux dans son côté, je n'aime pas les gens, et voilà, mais c'est aussi ça, hein, travailler pour une motion picture company, une compagnie qu'on appellerait principalement, vous voyez que je me réveille d'une sieste, je suis incapable de faire une phrase de plus de 4 mots sans me casser les gueules à travers les escaliers, mais toujours est-il que là, c'est aussi ça, travailler pour une motion company, merde, pour une major company de l'univers des films, c'est qu'il faut bien se dire ceci, c'est que ils n'en ont rien à foutre de vous, hein, vous êtes un roi dans le système, et si vous êtes susceptible de ne serait-ce que tenter d'insuffler un peu de cette capacité personnelle qui vous a amené à avoir le boulot nécessaire à pouvoir réaliser des films, avoir du succès, arriver à connecter avec l'audience d'une manière quelconque, comme on peut le faire lors des Miller en réalisant ce charmant film Lego, qu'il m'a fallu des années avant de comprendre qu'il n'était pas réalisé en Lego, mais qu'il était bien réalisé en 3D. Voilà, vous vous faites virer. C'est comme ça que cela se passe. Est-ce que je le conseillerais? Non! Est-ce que ça a une importance? Non! Le film est probablement déjà super méga hyper incroyablement couronné de succès. Et maintenant, je vais vous faire la version qui souligne le pathétique ridicule de la chose, car c'est la version maintenant avec ce que les gens qui possèdent des voitures, qui connaissent American Graffiti, je suis en train de faire une blague sur les voitures dont je suis parfaitement incapable, appellent des spoilers. Je vais pas vous mentir, j'ai pas d'argument supplémentaire pour critiquer toute cette affaire, je vais simplement vous donner une vague idée de ce qui se passe dans le film. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler du concept, ça s'appelle des spoilers. Donc en vous donnant des spoilers, vous aurez une vague idée en tant que consommateur ou consommatrice de films grand succès, de films grand public, si l'intégralité vous semble avoir une quelconque forme d'intérêt. Et nous allons commencer maintenant la portion du film avec les spoilers, la portion de la critique du film avec les spoilers, la portion de cette vidéo qui contient de les spoilers pour utiliser les bons français que les gens ils apprécient car ils sont des boulevardiers. L'idée est très simple, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Tim Henrik et il joue donc Han Solo, le fameux vagabond corélien. C'est un enfant orphelin, il est censé être jeune, mais il a quelque chose comme 32 balais, etc., etc. Et il vit sur une planète où c'est un bidonville, mais c'est un bidonville qui produit aussi le fameux bâtiment de cargo, on va dire que c'est un vaisseau plutôt, un vaisseau pour freelancer, bien entendu, référence aux jeux vidéo, un bâtiment, j'ai dit un vaisseau plutôt, qui est bel et bien de cette classe corélienne, qui est celle du flocon millénial, c'est encore mieux que le faucon millénial, c'est le flocon millénial, c'est certes un vaisseau de cargo, mais c'est aussi bien entendu le jouet que les quadragénaires qui viennent de divorcer se payent quand ils ont décidé d'avoir un flocon millénial et que c'est leur enfant, mais ils ont aussi le jouet qui va avec et ils ne peuvent pas lui donner car le flocon millénial n'est pas intéressé par tout ceci, uniquement intéressé par les memes, 9gag, Harambe et des choses de cet ordre-là. Je suis certain que vous arrivez à comprendre ce dont je suis en train de parler, vous comprendre. L'idée est très simple, donc il vit dans un ce qu'on pourrait appeler un bidonville, sauf qu'on dirait plutôt que c'est un bidon égout, hein, c'est pas vraiment une ville, c'est plutôt des égouts. Il vit dans les égouts et donc il est sale, il vole des choses, il y a une course poursuite, il a volé un speeder, il a la sensation speeder, il vole le speeder, il va il y a un mec qui a effacé les roues de la voiture sur Photoshop pendant des heures, et donc il va à pleine vitesse et il arrive dans ces égouts de bidonville et il y a là une demoiselle et c'est, pour ce que j'en comprends bel et bien, Emilia promis un jour j'apprendrai à jouer Clark, et que la particularité c'est que elle vit dans un bidonville mais elle est sapée comme une top modèle parce que dans son contrat il est marqué qu'elle ne se salit pas, elle pas se salir, c'est ainsi que cela se retrouve. Et donc ils sont hommes et femmes semble-t-il, ou du moins c'est ce qu'on voit avec les yeux, donc ils ont une sorte de non-rapport de chimie interpersonnelle car Emilia Clarke est évidemment incapable d'arriver à produire ce genre d'émotion pour de faux au cinéma, et que voilà, cependant ils veulent s'enfuir ensemble
l'ensemble de la planète et qu'il faut pas oublier que c'est ainsi que cela se passe. Et alors, Han Solo, il sort de sa truc une fiole de le super carburant, car il en faut très peu, hein. Il faut expliquer que c'est un univers de science fantasy quand même, donc c'est de l'hypercarburant, et l'hypercarburant, ça vaut de beaucoup l'argent. Il pourrait s'en aller, peut-être se payer, je sais pas moi, une petite navette, pas un flocon millénial, non, ils n'ont pas les moyens, mais il pourrait peut-être se payer une petite navette et fuir de la planète de Corellia, et ils ne seraient plus Corelliens et Laureline, mais ils auraient bel et bien l'idée de s'enfuir, etc., etc. Donc il part ce que je peux au mieux appeler une tentacule, hein, c'est... Et alors Han Solo, il est genre, oui, oh là là, ça va mal, et des choses comme ça, bref. Et que, donc, Emilia Clarke fait genre, non, je suis vraiment, vraiment concerné. Alors, il faut pas oublier qu'Emilia Clarke, c'est genre, en tant qu'actrice, je veux dire, elle est pas aussi mauvaise qu'elle était dans Terminator Genisys. Référence aux culturistes qui connaissent ce genre de plaisanterie, mais il faut bien se dire que c'était une femme qui était connue pour être nue, avoir des dragons et une troisième chose, elle est sans doute née sans l'enzyme nécessaire à pouvoir faire la comédie, que de nos jours il ne reste plus qu'une seule de ses qualités en quelque sorte. Devinez laquelle? Je suis enfin arrivé à sortir cette blague de manière efficace. Donc ça va mal, ils essaient de passer un checkpoint et que ça ne va pas, et Emilia Clarke fait genre, oh non, je suis bloqué au checkpoint. Oh, je suis certain qu'on ne me reverra plus jamais dans le film. Oh, ça c'est bête, etc., etc. Pendant ce temps-là, Anne, qui n'a pas de petit prénom, mais qui est cependant très optimiste, car vous voyez, il a été un petit boulevardier pendant toute sa carrière, qu'il était un enfant, qui ne sait pas ce qu'il faisait, puis après il volait, mais ensuite il ne volait plus. Enfin, ça veut pas dire qu'il est capable comme Superman de voler, non, il volait des objets, c'était un pickpocket dans la traduction dickensienne, etc., etc., et que, oh non, il va rejoindre l'Empire. Alors les choses empirent pour lui, et ainsi, il est face à Woody Harrelson dans le rôle du seul mec qui s'amuse dans le film, parce que genre, il a des flingues, il fait, ensuite, il rattrape les flingues. Je suis en train de mimer un mec qui, comme Revolver Ocelot, est en train de jongler avec des flingues. Et Woody Harrelson, il s'amuse, c'est bien, il y a quelqu'un qui s'amuse dans le film. Malheureusement, ce n'est pas le spectateur. Et donc, Woody Harrelson, il fait genre, ah, mais j'ai un accent du Sud, je sais pas faire un accent. Ah, chemin. Et il fait, je suis très intéressé par ce que tu dis, je ne sais pas jouer. Etc., etc. Il fait, mais chemin. Et l'autre fait, d'accord, j'ai rien compris non plus. Mais cependant, il est jeté, genre, dans une oubliette où il y a un Furbeast très très sombre et dark power, que c'est Chubiki, vous en avez déjà entendu parler, il est chou, il aime bien les bikis, et alors il fait et il fait moi parler langue toi, moi dire toi casser pilier, nous s'enfuir. Comment ça tu connais Yoda? Tu l'as sauvé quand il était question de la guerre sur Kashyyyk avant que l'Empire soit en train d'étendre sa terrible néfaste influence. Tu te souviens de Star Wars avant Walt Disney? Etc., etc. Donc ils s'enfuient, hein, puis après ils deviennent immédiatement super potes. Mais oui, bien entendu, parce que c'est pas comme s'ils étaient censés avoir une personnalité par eux-mêmes. Non, on peut compter sur les films du futur. C'est un des graves problèmes de toutes ces étranges prequels, des antépisodes, comme disent nos frères québécois et nos sœurs québécoises. C'est bel et bien ceci, c'est que ils se retrouvent dans une situation où l'intégralité de leur personnalité est basée sur des films qui n'existent pas encore à ce stade-ci, ou des histoires qui n'existent pas encore à ce stade-ci, dans ce flux narratif qui est le leur, c'est-à-dire celui de la guerre des étoiles. La guerre, c'était la guerre des étoiles, et maintenant on appelle ça Star Wars, et nanani et nanana, et que voilà, alors ils rejoignent Woody Harrelson, il a genre la fille dans Westworld, vous savez, grand-mère sexy est genre, je suis appelé à mourir, car décidément je suis un personnage secondaire tragique. Et Woody Harrelson, il fait genre, chouin, comme ça, hein. Et il se retrouve dans une situation où, en fait, il foire un heist, comment on appelle ça, un quête, où ils sont en train d'essayer de récupérer de l'hypercombustible, voyez-vous, parce que c'est bel et bien le thème de l'épisode. L'hypercombustible, ce fois, ils sont sur un train maglev qui va à haute vitesse, et il y a des méchants riders, ils sont genre, ils parlent avec un modificateur de voix à la Dark Solo, à la Dark Vader, etc., et que voilà, et oh non, ils essayent de les tuer, parce qu'ils ont besoin de l'hypercombustible, et on découvrira pourquoi à la fin, car fur et à mesure on découvre la vision qui joue genre Chris Berdard ou une couillonnerie du genre. Il a plein d'estries sur sa face car un jour il a été attaqué par un rancor très très méchant ou un truc du style. Je suis en train de rajouter du lore, rajouter cette incroyable plaisanterie sur Wikipédia, faites-moi plaisir, que donc lui c'est un personnage charismatique. Il y a 2 personnes qui savent jouer, 3 peut-être si on compte Chubiki, et que donc voilà, le méchant il est méchant, il fait genre et il joue un truc à la Scarface où il est simultanément, mais il joue genre un Scarface éloquent, il est anglais c'est pour ça. Il s'appelle Paul Bettany, si j'ai bon souvenir.
et que Paul Bettany, genre, je suis quelqu'un de charismatique, mais on pourrait pas me casser les couilles, vous péter la gueule. Comme ça, vous voyez, il boit de la vodka, c'est de la vodka, ils sont dans des highballs, un peu comme sur le yacht de Jabba the Hutt, sauf que ce n'est pas le yacht de Jabba the Hutt. Et c'est super joli, c'est doré, on dirait une fête des années 70, il y a une femme qui fait semblant de chanter, genre, là, punti, 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 poum, chumpa, chumpa, chapa, pa, chumpi, 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 chum. Et les gens sont là, genre, je fais semblant d'écouter de la musique. Oh, ouais. C'est une fête. Ouais. Des trucs comme ça, et ça se passe ainsi. Et, oh non, mais il y a Emilia Clarke sur place, fait, oh non, si ça c'est pas la tragédie, nous sommes réunis enfin, etc., etc. Et évidemment, elle est la propriété d'un cartel du crime qui s'appelle genre l'aube dorée ou l'aube écarlate ou la puissance du soleil rouge, référence à Charivan. Et elle fait genre, oh non, mais comment tu vas te débrouiller de ta terrible dette? Parce qu'il a maintenant une dette parce qu'ils ont foiré un truc et que sont genre c'est les syndicats du crime et les syndicats du crime travaillent pour quelqu'un. C'est Darth Maul, il est de retour. Ils ont fait l'erreur de ramener Darth Maul. Alors je me souviens quand j'avais 14 ans, il avait été coupé en deux. Mais ils l'ont ramené à la vie dans les comics, des cartoons, des comics pour les enfants de 8 ans. Alors Darth Maul est de retour, mais il est trop tôt pour en parler. Alors l'idée est très simple, ils sont genre, on sait ce qu'on va faire. On ne peut pas te récupérer de l'hypercombustible raffiné, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voler quelque part, c'est hautement instable, alors il va falloir qu'on fasse le run de Kessel. Et le run de Kessel, bien entendu, c'est cette chose pour laquelle le flocon millénial est connu, voyez-vous, donc il fallait la faire, ils vont donc aller sur les mines de Kessel pour récupérer de la hypercombustible, et pour ce faire, ils ont besoin du faucon le plus rapide de la malarmée, j'allais dire de la galaxie. Je sais pas pourquoi je l'aurais dit, mais toujours est-il que voilà. Et donc, ils vont aller trouver un mec qui s'appelle Donald Glover, hein, il semblerait que ce soit une star, il s'appelle Childish Gambino, il fait des vidéos où on peut en tirer des memes, ce qui veut donc dire qu'évidemment, il est le sommet culturel de notre époque. Voilà, et le mec genre, je fais une imitation de merde, Billy D. Williams dans le rôle d'Annar Londo, et Annar Londo il est genre, je suis un endroit dans Dark Souls, et il fait, j'ai compris la blague, et Emilia Clarke fait genre, oh non, mais comment on va faire pour récupérer son vaisseau, etc., et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors ils font genre, je vais te le gagner aux cartes, parce que vous voyez, sur Wikipédia, ils ont genre dit qu'il avait gagné le vaisseau aux cartes. Alors, ils essayent de le gagner aux cartes. Ou dire, le son, il est genre, ouais, je fais des trucs avec mes, chouin. Et donc il récupère ses flingues, il fait, parce qu'il joue un cow-boy de l'espace. C'est le seul qui s'amuse, il joue un cow-boy de l'espace. Et vous voyez, il glisse sur ses genoux, il fait genre, c'est vraiment Revolver en slot, quoi. Et, donc, sans qu'il y ait vraiment de surprise, Annar Londo dans le rôle de Donald Glover, c'est genre, il ment en disant qu'il est bien apprécié des gens qui sont sur place. Alors, on lui enlève le sabot magique et magnétique qui empêche à son truc de voler, parce que vous voyez, il vole, mais si on lui met genre 1 tonne au sol, et qu'on le bloque au sol, il sait pas voler, le flocon millénial, ils sont genre, super. Alors ils font le tour avec un robot que c'est genre, le pouvoir des droïdes, hein, j'allais dire que c'est un droïde Black Panther. Sauf que ce n'est pas probablement le parallèle qu'on veut faire. C'est un droïde qui est conscient du fait que ses frères et ses sœurs droïdes, que on ne sait pas pourquoi ils sont sexués vu qu'ils sont quand même des droïdes, et que visiblement, c'est un robot qui fuck Donald Glover. C'est ça que j'essaie de dire. Donald Glover, là où Billy D. Williams était genre le mec le plus smooth de la galaxie, sa version d'Annar Londo, j'ai totalement oublié comment le personnage s'appelle. Lando Calrissian. C'est beaucoup de choses qui finissent en Yann tout d'un coup. Ben lui, il fuck des robots. Ça le dérange pas, je veux dire. Il peut fucker des robots, il peut fucker des portes, il peut fucker sa machine à faire du café. Il y en a rien à faire. C'est un mec qui c'est un smooth motherfucker, il a une petite moustache, et les gens soulignent qu'il était sapé bien efféminé, tandis qu'en fait, juste, il est sapé très cool de fin années 70, début années 80, mais oui, bien entendu, de nos jours, il faut que les gens puissent se dire qu'il est très efféminé, vu qu'il porte des jolis habits en satin, etc., Donc, ils vont dans les mines, hein, ils arrivent à sauver des robots, mais le robot qui était... Le pouvoir des robots se fait évidemment tuer tout de suite, etc., et qu'ils s'en sortent à la fin, hein. Et alors, c'est là que Han Solo, il doit enfin faire quelque chose qui a une importance par rapport au scénario du film. Il doit trouver un nouveau moyen de passer à travers un système nébuleux, et ce système nébuleux, c'est bel et bien le run de Kessel. Donc voilà, il va faire le run de Kessel en 12 parsecs, que c'est une unité de distance et pas de temps. Ils ont réussi à faire
une incroyable explication de comment cela fonctionne, etc., etc. Au début de tout ça, il trouve un espèce de monstre cthulhuesque il a plein des yeux, comme dans Bloodborne. Donnez-nous des yeux sur notre cerveau afin que nous puissions voir, et des choses comme ça, et qu'il donc, il le drop dans un trou noir. Et à la fin, Woody Harrelson est genre, chouin, 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 chouin. Et Chewbacca est genre, et Emilia Clarke fait, c'est une excellente idée, et nous allons mettre une goutte de combustible non raffiné dans la machine. Alors ils font, ça va beaucoup plus vite, moi le bruit c'est pas genre tout le gaz qui sort du film, c'est toute la puissance du faucon millénial qui enfin est lancé à pleine puissance à travers la galaxie. Et ils arrivent, et Paul Bettany il est pas bon, alors ils essayent de le doubler, après ils essayent de le tripler, à la fin, bon ben, Woody Harrelson les gens, c'était un excellent plan, et il y a Emilia Clarke qui fait, oh non, je vais te trahir! Et alors elle le trahit, elle trahit tout le monde, et à la fin du truc, oh non, les Raiders, on s'en souvient à peine, parce qu'ils étaient genre dans une scène à la con au début du film, que c'était eux qui avaient foiré le casque du train, ils sont genre, il enlève son masque, c'est une charmante petite demoiselle qui doit avoir genre 14 balais à tout casser, genre, ah, nous sommes la rébellion, et si tu pouvais nous donner tout cet incroyable combustible, nous serions 60 millions de crédits, ces 60 millions de crédits pourraient financer l'intégralité de la rébellion dont nous avons besoin afin de nous défaire du joug des impériaux. À peu près à cette vitesse-là, c'est l'explication du film. Et Han Solo, que décidément il s'est fait trahir par tout le monde, et que nanani nanana, ils ont à peine réussi à survivre au fait de raffiner tout cet hypercombustible, parce que l'hypercombustible est instable, c'est pour ça qu'ils doivent aller vite, j'aurais dû le dire. Ouais, ils sont dans une situation, ils sont genre, ok, pourquoi pas 60 millions de crédits? Mais non, j'ai pas besoin de 60 millions de crédits. Mais non! Je suis un pauvre orphelin des rues, je n'avais pas de nom de famille avant qu'on décide à me donner le sobriquet de Solo, que c'est ça mon nouveau nom de famille, et que voilà. Donc Han Solo, il est genre, ouais, pas grave, carpe diem, je ferai 60 millions de crédits l'année prochaine, et que donc voilà, si la rébellion elle existe, s'il a eu ces 60 millions de crédits, républicains sans doute, pour arriver à financer leurs efforts, c'est parce que Han Solo est un homme intègre. C'est ce que Emilia Clarke lui dit dans une scène très poignante. Elle fait, enfin Hans, mais je sais que tu es quelqu'un de gentil. Il fait, non, je suis quelqu'un de très méchant. Et il essaie de faire genre un sourire genre à le mec qui jouait Robin des Bois dans les années 40, dont le nom m'échappe. Si vous connaissez le nom du mec qui jouait Robin des Bois dans les années 40, c'est genre, haha! Il essaye de faire ça, mais c'est pas, au mieux il arrive, c'est ça qu'il arrive de faire mieux. Ça c'est une bonne représentation d'Aiden Edelweiss dans le rôle de Han Solo. C'est ça qu'il sait faire de mieux, genre il préfère. Il sait juste faire, et voilà. Et à la fin, hein, Emilia Clarke elle est face à un transpondeur holographique, il y a genre quelqu'un qui est assis comme ça avec son hoodie, et genre, oui. Cet effet nous coûtera très cher. Et un jour... Et alors, bzoum, il allume un sabre laser, ce qui n'a aucun intérêt, un sabre laser, excusez-moi, il faut utiliser les traductions. Bzoum, il enlève son truc, et c'est genre, vieux, le type qui jouait le crapaud dans les films X-Men, donc c'est bel et bien le type qui jouait Darth Maul, et genre, je suis vivant, je sais pas pourquoi. À suivre, ta-na-na-na, ta-na-na-na, et 3 films de plus, na-na-na-na. Et que voilà. Et d'ici 3 films, enfin 2 maintenant, il en reste encore 2, Han Solo deviendra Han Solo. C'est ça l'idée, et voilà. Quand je le raconte comme ça a l'air con, hein. C'est encore pire au cinéma, ça dure 2h30. Et les gens, ils sont genre... J'ai pas vu un public être aussi peu réceptif au film depuis que j'ai vu le film Pokémon. C'est dire... Le premier film Pokémon. Nous étions 4 dans la salle. Et voilà, je sais pas quoi dire. Fut un temps, voilà, Star Wars, c'était genre, ah mon dieu, ça va être spécial, et chouette, et bien, et c'était tout un univers qui faisait sens, qui était cohésif, qui avait pas été foutu en l'air par des itérations successives de produits supplémentaires censés faire de l'argent à une compagnie sans âme. Et maintenant, c'est le cas. C'est une succession de produits à la con où, ils ont utilisé toutes leurs icônes qu'ils avaient, genre Skywalker, Luke, vous entendez, Han, Leia. Le seul qui s'en sort correctement, c'est Chewie, hein. Luke, ils étaient genre, l'éternel optimiste est devenu super méga sombre, ce qui fait sens, mais alors, donnez-lui un petit arc de rédemption qui est supérieur à je suis en train de faire un tour de la force et je suis en train de crever en 30 secondes parce que je suis pas très doué comme Jedi, mais c'est ça l'histoire qu'il raconte. Han Solo, il voulait crever depuis genre le 2e film, alors ils ont fait genre, tu sais quoi Harrison, c'est dans celui-ci tu peux mourir en héros. Leia, on compte sur toi pour rester en vie, hein, on a besoin de toi pour être genre l'esprit de la licence, mauvais calcul,
Et Chewie, genre, ils ont mis un nouveau joueur de basket dans le truc, et il est super. Je veux dire, il sait faire du sport, il sait jeter des gens, il est super, le nouveau Chewbacca. Et il sait jouer, en plus, ce qui est très étrange quand on est réfléchi précisément pour un mec qui joue grosso modo une peluche. Et voilà. Et maintenant, ils vont faire, le film soi-disant expérimental avec Obi-Wan Kenobi qui est joué par Ewan McGregor, etc., etc. Et nanana. Et le film Jabba le Hutt. Mais oui. Ce n'est pas du tout excessif du tout, et ce n'est pas du tout, ça s'appelle mettre une licence dans le sol, hein, petit à petit. Alors je me réserve un droit de réserve. Si ça c'est pas une phrase qui se casse la gueule sur elle-même à travers des escaliers en colimaçon. Je me réserve un droit de porter un jugement final sur la nouvelle trilogie. Vous savez, avec Rey Mysterio dans le rôle d'une demoiselle qui s'appelle Daisy Ridley. Et que voilà, on verra. Ils ont intérêt à sortir un bon film de leur cul à un moment ou à un autre. On va dire ça comme ça. Bref. Comme je le dis traditionnellement à ce moment-ci de la vidéo, parce que il faut ce qu'il faut, et c'est pas comme si ça m'amusait plus que ça, mais maintenant, il semblerait que ce soit ça la norme de l'internet. Si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un pouce dans le cul. Si vous avez envie d'en voir davantage, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vérifiez que vous êtes encore abonné à cette chaîne, et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de conneries futiles, d'allumer les notifications. C'est la petite icône qui ressemble à une belle, comment on appelle ça, une cloche. Donc, soyez pas cloche, allumez les notifications et ainsi vous saurez quand je serai prêt à me faire insulter par la communauté lors d'un stream en live. C'était bel et bien un épisode de attention, je dois prendre de l'eau car parler devient compliqué quand on est septuagénaire. C'est un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinéma Arthur.